Non, alors, je commence par être béat d'admiration. Béat, Béatus, Béatrice, Béat, béant, béat, bé. Je bé d'admiration. Alors, donc, je ne sais pas exactement, peut-être que Barbara va le donner le jeu, par où commencer, s'il y a quelque chose comme des questions à poser. Le film lui-même, non mais c'est une belle régularité symétrique, la silhouette, la fenêtre qui ouvre sur le lieu. Presque à chaque fois, d'ailleurs, on devine où on est, tout petit peu avant, on dit tiens, Jérusalem, Malakoff, bon. Il a deviné, c'est Ah oui, ben oui, Boston, avec les maisons au bois des Américains. Je ne sais pas comment dire, je trouve ça d'abord vraiment émouvant, magnifique, intéressant. Alors, est-ce qu'il faut chercher à démêler là-dedans s'il y a quelque chose comme des stéréotypes qui viennent faire question, je ne sais pas. Donc, mais Doric, d'abord, je vais commencer par vous dire que c'est vraiment une jouissance d'intelligence, d'admiration, ces gens. Hein. Alors, la différence langue-littérature, je ne sais pas très bien par où commencer. Barbara dit quelque chose. Non, c'est vrai d'abord qu'on est heureux, c'est vrai d'abord que c'est d'abord magnifique d'entendre toutes les langues et de les entendre avec des accents et de les entendre dans des lieux où on ne les attend pas. Je veux dire que c'est extraordinaire d'entendre parler et quelquefois on ne sait même pas quelle langue est parlée parce qu'il y a un accent qui contredit la langue. Donc c'est extraordinaire, ça ces sons, moi déjà ça me bluffe autant que ce qui est dit. Hein. Ouais. Ce son et aussi la manière dont on passe à l'écriture et dont on la voit et dont on... Bon, tout ça pour faire un Babel absolument heureux. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui est triste d'être traducteur. Ils sont tous formidablement heureux d'être traducteurs parce que être traducteur, c'est aussi être inspiré, être enthousiaste, bon, et être pris dans au moins deux de quoi respirer. Donc c'est ça qu'on voit avec les fenêtres tout le temps, c'est qu'on voit qu'on a de quoi respirer quand on traduit, parce qu'on est plus d'un. Bon, ça c'est déjà bien. Alors, à part ça, moi je sais pas, ce que j'ai beaucoup entendu, c'est une chose qui m'a un peu étonnée et pas du tout, qui est que chacun avait eu au fond une expérience avec un écrivain. C'est-à-dire qu'il avait lu un truc et que ça l'avait déclenché. T'as le droit, oui, je crois. Non, parce que c'est pas leur faute, hein. C'est ma faute. C'est ma demande. Oui. D'accord? Donc c'est pas... je dis juste mon point de départ. Bon, je m'excuse pour ma voix, elle m'étonne tellement que... Et c'est-à-dire que mon point de départ, c'était l'écrivain. C'est-à-dire que la construction est faite par les écrivains en hébreu. Et eux viennent chronologiquement au niveau historique. Tu commences donc, par la Septante et après... Je commence par les Midrash, etc. Donc, juste pour dire que ma demande, si les pauvres, ils parlent, c'est que je suis allée leur demander de parler de tel écrivain. Et j'ai cherché le traducteur par rapport à l'écrivain. C'est pas à l'envers. La plupart. Donc, juste de dire que... Qui fait exception, alors? Qui je suis, je dois avouer qu'il y a un où je n'arrive pas à me rappeler comment je suis arrivée à lui, mais c'est, je crois, le Catalan qui a traduit Amichai. Je suis jeune pour Amichai et il est très important, mais il est très connu. Donc peut-être, je veux dire, mon point de départ était de prendre des gens qui ont beaucoup changé dans l'hébreu. Et Amichai a beaucoup changé. Mais comme je savais qu'il y a un Catalan qui a traduit Amichai, je n'ai pas... j'ai accepté, peut-être j'aurais pris quelqu'un d'autre de sa génération. C'est vraiment par génération d'hébreux. Hein. Voilà, donc je crois que sinon, bon, je ne sais pas, mais c'est pas. C'est-à-dire tout ce que je veux dire comme règle, c'est jamais vrai. Ok? Donc je vais dire une règle, mais elle est jamais. Tu veux dire que l'exception confirme la règle? Oui, c'est ça. Donc si j'étais pris, c'était juste pour dire que c'était pas leur faute. Qu'ils parlent de que c'était ma demande vers eux de parler d'Antenne, d'accord? Oui, enfin bon. La fenêtre, tout ça c'est toi, bon d'accord, t'as pas arrêté d'être là. Ça c'est quand même ça qu'on sent. Ben oui, j'entends qu'il y a une question.
Tu veux pas dire encore, tu voulais dire encore quelque chose, non? Non, ce que je voulais dire, c'est que je m'attendais pas, donc si tu l'as injecté, je comprends mieux, je m'attendais pas à ce que chacun parle d'une expérience par rapport à une personne, par rapport à une œuvre, etc. Et mais je m'attendais pas certainement à ça. Je m'attendais à ce qu'il parle d'une langue à l'autre, mais pas via un cas. C'est la différence. À un moment, il y en a une qui dit les langues se parlent. Les langues ne se parlent que par des œuvres. Absolument. C'est très beau que ça soit dit comme ça. Mais je veux dire que ça renvoie quand même au rapport entre, disons, inspiration propre et traduction. Parce que ce qu'on a, enfin moi ce que j'ai senti là, je le disais en même temps, mais n'oublions pas que moi je suis l'élève d'Hippocane de Michel Deguy, qui nous faisait travailler Platon, entre autres, et pour moi c'est la suite de Yon quand même. C'est-à-dire que j'ai jamais compris comment il y avait un type qui osait dire qu'il ne parlait que d'Homère et qu'il n'interprétait qu'Homère. Et qu'il n'était bon que... Là, c'est un peu la même chose parce que c'est la Bible. Ouais, enfin... Je veux dire, le texte sacré, alors il y a le mot sacré qui vient assez souvent. Oui. Je veux dire, c'est quand même... Il s'agit essentiellement du rapport intra-hébreu, yiddish, tout ce qui est dit sur le yiddish est tout à fait extraordinaire. Y compris d'ailleurs ce monsieur dont j'oublie le nom, excusez-moi, qui commence... Il parle allemand, mais on ne s'en rend pas compte tout de suite. C'est une sorte de mot qui tient. Il n'y a que bien sûr. Je dois juste dire par rapport à la langue sacrée, de nouveau, je dois corriger, je vais revenir sur une personne. C'est par rapport à la langue sacrée. C'est le yiddishisant qui dit, mais parce qu'en yiddish, l'hébreu s'appelle Loshen Kodesh, qui veut dire la langue sacrée. C'est le nom, mais il peut aussi dire hébreu, qui vient de l'allemand, qui hébraïch. Donc en yiddish, on utilise parfois le mot hébreu qui veut dire, c'est le nom de la langue sacrée. Et donc c'est pour ça qu'on parle de la langue sacrée, c'est surtout lui qui parle de la langue sacrée. C'est son nom en yiddish, qui est un mot en hébreu. Constamment le rapport au sacré qui est dans le coup. Par exemple, est-ce que c'est le catalan qui dit qu'il a appris en somme à se décatholiciser grâce à... Absolument. C'est tout à fait intéressant, ça. Donc c'est le rapport. Décatholiciser et désarabiser. Ou retravailler entièrement. Tu es de toute façon le père. Ça, c'était quand même incroyable. C'était magnifique. Puis alors, il y a aussi toujours, je remarque, le rapport d'une langue à une autre, à travers les œuvres littéraires. Et toujours en même temps un rapport, disons, de rivalité. C'est extrêmement important. Il y a cette affirmation récurrente, peut-être un préjugé du point de vue du linguiste, que certaines langues, au moins dans certaines sections de leur histoire, sont pauvres par rapport à d'autres. J'ai toujours du mal à croire ça. De même que quand la française d'Istanbul dit tout à coup... Pauvre en son. Hein. Elle a dit pauvre en son. Oui, pauvre en son. Elle déclare tout à coup, le français est une langue sédentaire. Tiens, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire une langue sédentaire? Le français serait plus sédentaire que quoi? On est sédentaire en langue, tu crois? Ah bon? Qu'est-ce que ça veut dire sédentaire? Ça veut dire il y a 1000 questions qui pourraient venir. Elle voyage pas pareil dedans? Oui. Sédentaire. Je ne sais pas ce que c'est. Je sens tout à coup un petit préjugé contre une langue. C'est souvent comme ça. Bien sûr, la rivalité. Parce que pour la traduction, il faut toujours rappeler ceci, c'est que celui qui parle d'une œuvre dans sa langue commence par redire de toute façon, ça ne peut pas passer dans la tienne. Mon ami Vadim Kosovoï, un poète russe magnifique qui est mort il y a 10-15 ans, alors, qui était d'ailleurs un juif de Moscou, qui avait fait ses 7 ans de goulag, je ne sais pas si vous connaissez Vadim Kosovoï, il ne pouvait pas s'empêcher de parler un français magnifique, traduisait Rimbaud en russe. Tout à coup, il disait, oui, mais de toute façon, Pouchkine, il n'y a rien à faire, vous ne l'entendrez jamais. Bon, d'accord. Mais ça, c'est très important. C'est très important de pointer le rapport de rivalité, d'émulation, si tu veux, d'émulation entre les langues. Au passage, je me suis dit, tiens, le français est une langue sédentaire. Elle a quand même... Mais la langue, apparemment l'hébreu est pas mal sédentarisé aussi. Oui, mais moi ce que j'ai compris du français, c'est qu'elle avait du mal à le faire bouger.
Et c'est ça que j'ai entendu. Oui, peut-être. Plutôt. Qu'est-ce que tu dirais pour sédentaire? Bah, elle a posé ses valises là-dedans. Et puis alors après, pour les reprendre, c'est compliqué. Je veux dire, chaque traduction, elle est là pour faire bouger la langue d'arrivée. Oui. Et ben, le français... Oui, bien sûr, enfin, mais ça a toujours été le cas. Je veux dire, il y a deux manières de traduire Schleiermacher, depuis le temps, on le sait. Il y en a une qui consiste à faire bouger, à faire bouger à laisser le lecteur très tranquille et à faire bouger l'auteur, ça c'est la mauvaise manière, et l'autre qui consiste à faire bouger le lecteur, donc la langue d'arrivée, et à laisser l'auteur le plus tranquille possible, et ça fait bouger. Bon. Et toi, tu es traductrice, tu l'as pas. Ben, alors, moi je suis traductrice, là c'est une ligne que j'ai entendue tout le temps dans le film aussi, c'est que je ne suis traductrice du grec que en fin de compte, c'est-à-dire après avoir fait un tas de démarches avant de traduire, après avoir tout fait, c'est-à-dire commencer par établir un texte, commencer par me paumer dans les variantes, commencer par me perdre dans les homonymies, et me perdre dans les homonymies syntaxiques en même temps que sémantiques, et il faut avoir traversé tout ça, n'avoir rien conclu, n'avoir rien choisi, et arriver au bout d'une interprétation très 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 longue à une traduction multiple, à une traduction en elle-même multiple, et qui donc fait bouger à cause de cette à cause de cette homonymie, de cette pluralité, de ce relatif, fait bouger la langue d'arrivée. Donc au fond, moi je traduis d'homonyme à homonyme. C'est comme ça que ça m'intéresse traduire, et ça m'intéresse au bout de toute une longue démarche donc d'établissement, de 1001 établissements. Et c'est ça que j'ai entendu aussi tout le temps, et c'est quand même ça le bonheur. Hein, c'est quand même ça le bonheur, c'est quand même ça la fenêtre, c'est quand même ça la respiration, c'est de faire bouger toutes les langues en même temps, et de se faire bouger la tête en même temps. Oui, tu as raison. J'ajoute une chose. Dans les âges de la traduction, ce que tu viens de dire caractérise la modernité, l'épreuve de l'étranger, comme disait Antoine Berman dans son livre. Parce qu'on ne peut pas oublier que pendant des siècles, ça n'a pas été ça. Donc il y a une modernité de la traduction, c'est-à-dire qu'il faut sortir de soi, de sa langue, pour aller au-devant de l'autre, dans une hospitalité qui se mouille un peu ou qui se dérange, qui est capable de se... Mais c'est un âge récent de la traduction. Oui. Je suis d'accord. Non, mais on est obligé de dire ça. C'est pas l'âge des belles infidèles. Oui, justement. L'histoire de la traduction, c'est vachement complexe. Oui, ça c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Ceci dit, je ne sais pas si une belle infidèle n'est pas aussi un bout du bout d'une interprétation. Je crois que si. Oui. Tu vois. Donc ça tu veux dire que ça joue moins sur l'homonymie, mais c'est pas tellement vrai, parce que ça joue sur sur une immense perception de la langue qui ne fonctionne que parce que on a toutes les résonances. La deuxième chose qui est dans les belles infidèles comme dans le reste, c'est le fait qu'on n'en a jamais fini avec un premier texte. Ça c'est quand même vrai. C'est-à-dire que tu as tout le palimpseste culturel derrière. Tu as, comme dit encore Schleiermacher, et c'est encore moderne, mais c'est pas seulement moderne, parce que c'est une vue sur l'ancien, je crois, il dit un mot est l'index d'une citation. C'est un index levé, juste un mot. Ça renvoie à quelque chose. Et donc c'est tous ces renvois palimpsestiques, ça n'arrête pas, qui sont dans les belles infidèles aussi, pour qu'elles soient belles. Cette transposition, une infidèle n'est belle que parce qu'elle est riche. Oui, moi je continue à hésiter, non pas à hésiter, mais à essayer de maintenir les deux choses. D'une part, j'aime entendre une traduction qui fait souffrir, par exemple, le français comme langue d'accueil. Mon exemple favori, c'est Klossowski-Virgile. Si, j'aime bien ça. Et à la fin des fins, j'aime autant, peut-être même plus, une traduction telle que, en entendant le texte lu, on ne se dit pas que c'est une traduction. Et je me rappelle, j'ai fait un numéro de ma revue Poésie, numéro 9, puisqu'on raconte un peu notre vie, qui était sur Paul Celan. D'ailleurs, il y a quand même 25 ans ou 28 ans, je ne sais plus. Bon. Alors, on avait fait en deux parties Atomwende. Enfin, deux parties, c'est une partie
presque littéralement mot à mot, parce que ce sont deux langues cousines, ça on ne peut pas le faire, l'allemand, et dessous, en mot à mot, comme nos vieilles juxtas du temps des cagnes, la langue morte, c'est un mot, et à la fin, une traduction telle que un ignorant, enfin, ça veut dire quelqu'un ne connaissant pas ce poème, ne connaissant pas précédent, entendant ce poème, lisant ce poème, mais après avoir traversé le travail, se disent « Ah, ça c'est un beau poème français ». Donc il y a les deux pôles. On ne peut pas ne pas tenir ces deux pôles. Oui, ce que je trouve plus marrant encore, c'est qu'il aurait pu se dire ça du même poème, du même poème de Celan, traduit dans plusieurs poèmes français. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est qu'il aurait pu se dire, oh, bon, et à chaque fois, oh, bon, c'est du beau poème français. D'accord, oui, bien sûr. De toute façon, aucune traduction définitive. Oui. Mais il y a aussi, on ne peut pas oublier que pour beaucoup, il y a des traductions qui sont telles qu'il n'y en aura jamais de meilleures. King James, Luther, je sais pas quoi. On dit c'est la traduction de référence et on ne fera jamais mieux. Alors, est-ce qu'on maintient ça? On peut dire aussi une traduction historiquement telle qu'il y a d'abord beaucoup de croire que ça ne peut pas être mieux, et puis certains inclinent à penser qu'on ne pourra pas historiquement, une conjonction différente, faire quelque chose qui soit d'une perfection, la perfection dans une traduction, parce que c'est, etc.